Dans un monde où l'innovation et l'exécution sont les moteurs du succès, bienvenue dans Marketer Moment. Je suis Guillaume Rostand, je vis le marketing chaque jour en tant que CMO et mentor de start-up. Je me passionne pour ce domaine et ses acteurs. Dans Marketer Moment, notre ambition est non seulement de donner la parole à des professionnels de cette discipline, mais surtout de les inviter à nous raconter leur succès, un canal qu'ils maîtrisent, une campagne particulièrement réussie, des techniques et des sujets spécifiques dont ils sont les experts. Pas de fioritures, du concret, au travers d'entretiens intenses dans lesquels les best practices, les échecs constructifs et les visions pour l'avenir du marketing sont discutés sans filtre. C'est une immersion dans la réalité d'un marketeur au sommet de son art. Marketer Moment est le podcast pour apprendre, être inspiré et peut-être même défier votre propre approche du marketing. Je suis Naufal Laxali, j'aborde le marketing depuis plus de 10 ans en tant que growth marketer et aujourd'hui en tant que fondateur de la plateforme de marketers Mateers. Je serai votre complice sur ce voyage au cœur de l'excellence du marketing et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Antoine. Salut Naufal, ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci. Merci de m'inviter aujourd'hui dans le podcast. Je suis très content de t'avoir, surtout que tu vas nous parler de plein de sujets sympas. On va en parler du field marketing et d'autres sujets, mais tout d'abord j'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi, que tu puisses te présenter. Absolument. D'abord je m'excuse, j'ai un petit peu la voix cassée. Je suis allé voir un concert de Blink 182 hier, donc c'était un bonheur de retourner en enfance. Mais il est possible que ma voix s'éteigne au bout d'un moment. Du coup, malgré ce concert, j'ai 32 ans. Je fais du marketing depuis un peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je suis indépendant à mon compte et j'occupe des fonctions de part-time CMO. Ça, c'est un peu mon titre pompeux sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'en fait, j'occupe les mêmes fonctions qu'un CMO. Recruter les équipes marketing, définir le marketing mix, allouer des ressources, susurrer dans l'oreille d'un CEO sur des sujets de marque et d'acquisition. Mais je fais tout ça en fait à temps partiel pour plusieurs entreprises et je le fais en fait pour dans différentes boîtes, dans différents secteurs. Donc tu vois, j'ai travaillé pour une boîte dans l'immobilier, pour un cabinet de conseil, pour une banque publique, et donc des entreprises qui ont des niveaux de maturité qui sont absolument différents, des entreprises qui testent encore leur product market fit et d'autres qui ont déjà fait des séries C ou D. Donc je m'éclate parce que je vois plein de personnes différentes et plein de sujets différents. Tu as parlé de part-time CMO, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler peut-être vers la fin. C'est une trend intéressante, mais avant j'aimerais bien en savoir un peu plus de comment tu as démarré Antoine, ta carrière et surtout qu'est-ce qui t'a amené un peu dans le milieu du marketing au départ. Ouais, carrément. Écoute, j'ai pas commencé en marketing de manière tout à fait non originale. Je suis sorti d'école de commerce et j'ai fait du conseil. Alors j'ai fait 2 ans de conseil. À la fin des 2 ans, j'ai pas développé une vocation ni une passion exceptionnelle pour ce métier. J'ai appris plein de choses, ça a développé mes capacités analytiques, j'ai appris à présenter, raconter une histoire, etc. Mais j'avais envie d'autre chose. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de suivre quelqu'un qui s'appelle Raphaël Camp, qui était à l'époque le COO de Kousmiti, et qui lançait avec une fille qui s'appelle Camille la filiale aux US. Et donc, ils m'ont recruté dans leur équipe pour développer Kousmi et une autre marque qui s'appelle Love Organic, une autre marque Kousmiti, c'est une marque de thé pour les personnes qui ne connaissent pas. Et ils m'ont recruté là-bas pour développer la filiale d'un point de vue commercial. Et donc, commercial wholesale. Et donc, mon rôle là-bas, c'était de placer les boîtes de thé dans les rayons et les étagères de magasins type Bloomingdale's, Neiman Marcus, Whole Foods, qui sont en fait les équivalents US de Monoprix, Naturalia et tout ça. Okay. Et en fait, pourquoi je parle de ça ? Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Lorsque je vendais les produits, je revenais très rapidement à l'histoire, l'histoire que je racontais derrière la marque, le packaging, les claims. Et en fait, j'ai compris l'importance d'une marque et tout ce qu'il y avait autour au moment de vendre et ce qui pouvait faire mouche lorsque j'allais m'adresser à des acheteurs dans ces magasins-là. Acheteurs, les personnes qui choisissaient les produits à mettre en rayon.
Et en fait, je me suis rappelé à l'époque que j'avais fait un cas marketing à l'ESCP sur Kousmi et que c'était un bel exemple de réussite marketing. Et c'est là où j'ai compris l'importance d'une marque et que j'ai, je pense, commencé à développer une petite appétence là-dedans. Et du coup, si je comprends bien, ta carrière a démarré aux US, Alors, en conseil à Paris, en conseil à Paris. mais ma première expérience Marketing. en marketing, c'était aux US, ouais, directement. C'était comment d'un point de vue collaborateur, travail est-ce que tu as senti un mindset différent déjà ouais. Est-ce que peut-être, si je comprends bien, tu as connu le marketing directement dans une ambiance américaine. Est-ce qu'il y avait une spécificité maintenant avec le recul? Ouais, alors honnêtement, au bureau, pas du tout, parce qu'en fait, Raphaël est français, Ok. Camille est française, et je travaillais pour une marque qui était française, alors avec des origines russes dans l'histoire, c'était le thé du tsar, mais une boîte complètement française. Donc au bureau, ces spécificités, elles sont arrivées un petit peu plus tard, quand j'ai commencé à travailler chez Danone, il y avait un petit peu plus d'Américains. Mais chez Kousmi, pas trop. En revanche, c'est vrai que je m'adressais dans mon boulot à des acheteurs de Whole Foods, etc., qui étaient des Américains. Mhm. Et la manière de vendre son produit, de raconter une histoire est un petit peu différente. Justement, l'art du storytelling, que les Américains ont plus que les Français d'ailleurs, est important. Et donc moi, j'aimais bien les mettre en situation, faire du sampling, les faire goûter les produits, etc. C'était mon premier contact, on va dire, avec des interlocuteurs étrangers, américains dans mon travail, parce qu'en conseil à Paris, c'était essentiellement avec des Français. Très clair. Et du coup, tu as parlé de Danone, c'est-à-dire que par la suite, t'es allé rejoindre Danone, c'est ça? Exactement. En fait après Kousmi, j'ai travaillé chez Moët Hennessy. Ok. Donc C'est quoi comme boîte ça? alors Moët Hennessy, c'est le MH de LVMH. Mhm. Donc c'est la partie vin et spiritueux Mhm. du groupe LVMH, Mhm. plutôt sur un positionnement luxe. Et moi, je travaillais pour Belvedere. J'aimais pas la vodka. J'aimais pas non plus le thé d'ailleurs. Ça m'a pas empêché de m'éclater à vendre ces produits. Et donc j'ai travaillé chez Moët pendant un petit peu moins de 2 ans. Et c'est après que je suis parti chez Danone. Et chez Danone, j'ai été recruté sur le portefeuille Waters. Mhm. Et donc je travaillais sur Volvic, Evian et Badois. Mhm. 80% de mon travail sur Evian. Et j'ai fait beaucoup d'innovation produits dans un premier temps. Et puis après, quand je suis rentré à Paris, j'ai fait plus de ce qu'on appelle de l'equity et de la brand. Intéressant, et ce que je vois aussi, c'est que ta cible a été B2C par nature, mais en même temps, pour une grande partie, l'idée c'était de s'adresser à des retailers aussi. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur comment tu arrivais à gérer ces deux optiques pour un marketeur? Complètement. C'était en fait quand tu vends des produits en FMCG dans les supermarchés, en fait ta cible finale et l'acheteur final est évidemment le consumer, donc c'est du B2C. Mais il faut pouvoir convaincre les distributeurs et les retailers de mettre tes produits dans les rayons. Mhm. Et donc c'est là en fait que j'ai vraiment commencé à faire du B2B2C, qui du coup n'était pas nouveau quand j'étais chez Sunday, on y reviendra. Le produit, la tech était différente, mais la cible était assez proche. Et donc en fait, tout lancement de produit s'accompagnait d'un plan qu'on appelait, selon les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, trade marketing Mhm. ou field, pour revenir là-dessus, qui était en fait tout ce que tu peux faire sur le terrain pour aller convaincre tes acheteurs, pour avoir de la visibilité autour de ton produit et le vendre dans le magasin. Mhm. Donc un plan plutôt B2B et aussi un plan B2C, parce que l'objectif c'était, si tu penses à ton funnel, de faire connaître ton produit, de le faire être considéré par les consommateurs et de convertir avec un acte d'achat à la fin. Donc en fait, un plan de lancement classique d'un produit à l'époque, c'était un mix trade, qu'on appelait aussi BTL, Below the Line, et un mix plus consumer avec des leviers médias traditionnels, type télé, etc. par exemple. Ok, et du coup, globalement, j'imagine que tu as eu beaucoup d'apprentissage à Danone et à LVMH. Mhm. C'était
quoi concrètement Ouais. ces apprentissages? Ouais. On peut peut-être traverser globalement, hein, que ça soit Danone ou... Le premier gros apprentissage, et c'est lié au fait que j'ai commencé aux États-Unis Mhm. et que j'étais une filiale pour une marque globale. Donc, tu vois, Evian aux US, c'est une petite partie du business, mais les équipes globales étaient à Paris. Mhm. Et l'apprentissage derrière ça, c'est la nécessité de s'adapter à sa cible. Mhm. Là, je parle du B2C, quand on raconte une histoire. Je te donne un exemple très concret. Je ne sais pas si tu as en tête la campagne des bébés Evian, Ah si, qui est sur les restée rollers. exactement, Mhm. entre autres, qui a fait la notoriété de Evian il y a quelques années. Lorsque je suis arrivé aux US et qu'on a voulu reprendre cette campagne-là et en faire quelque chose auprès du consommateur américain, en fait, on s'est rendu compte que les Américains avaient une lecture beaucoup plus littérale Mhm. du message. Ils avaient l'impression que Evian, c'était de l'eau pour les bébés. Ah oui, ok. Voilà. Donc, quand on parlait tout à l'heure de être capable d'adapter son discours à une cible américaine versus une cible française, Mhm. la notoriété d'Evian est aussi évidemment différente dans un pays comme la France versus les États-Unis. Donc, en fait, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Mhm. Par ailleurs, on a fait beaucoup d'interviews conso et plusieurs consos nous disaient Evian c'est the channel of water. C'était le channel de l'eau, donc on avait un positionnement premium, trop premium, et du coup ça en devenait non accessible. Ok. Donc on a travaillé cette image de marque aux US, on avait des campagnes beaucoup plus locales et adaptées aux consommateurs américains, plus fonctionnelles, donc avec des bénéfices plutôt liés autour de la santé, etc. Mhm. Dans l'origine de l'eau, les minéraux qu'elle contenait, etc. Et donc ça a été un apprentissage, pour revenir à ta question, c'est comment adapter le message d'une marque et le discours à ce que ton audience comprend et veut comprendre aussi pour être appealing et t'assurer qu'on t'achète derrière. Donc ça c'est un premier apprentissage. Le deuxième, et je pense que c'est de là que vient on va dire mon attrait et ma compréhension de la puissance d'une marque. Mhm. Aujourd'hui, c'est beaucoup le sujet sur lequel je travaille en tant que part-time CMO. C'est en fait, j'ai appris, Danone c'est une bonne école de marketing, LVMH aussi, j'ai appris à construire une plateforme de marque, réfléchir à quels sont les piliers de ta marque, quel est le territoire de marque, quels sont les messages clés, à qui tu t'adresses pour convaincre, les bons canaux pour le faire, avoir une vraie vision, une mission pour ta marque. Et ça, aujourd'hui, c'est des sujets qui sont un peu moins à la mode. Mhm. On y reviendra plus tard. Clairement, on est plutôt... les sujets grosses et acquisitions sont un peu plus à la mode. Mais c'était pour moi une très bonne école de commencer par ça. Et un apprentissage que j'ai essayé de garder dans toutes mes expériences, même un peu plus tech et plus FMCG après quand je suis rentré chez Sunday. Donc une construction de plateforme de marque, et ce qui était intéressant, c'est que tu as pointé un côté perçu notamment chez Danone et notamment sur la campagne, c'est qu'il y a aussi la marque doit s'adapter en fonction des endroits où elle est. Et je trouve ça intéressant parce que de ce que je comprends, par exemple sur ce use case qui moi interpelle Evian, c'est que vous avez adapté le message de manière locale et en même temps vous avez eu besoin de réajuster le curseur pour que la perception soit idéale. Ouais. Moi, ça m'intrigue ce processus. C'est-à-dire que, pour être concret, comment une marque arrive à réajuster ce curseur en partant de « Ah, on ne s'est pas compris Ouais. » à « Ok, maintenant on va se comprendre. Ouais. » Ça m'intéresse. Écoute, le nerf de la guerre, c'est une phase en amont qui s'appelle phase de recherche. En product, on appelle ça la user research. En brand, c'est des interviews quali, grosso modo. Et que ce soit sur Belvedere lorsqu'on lançait un nouveau parfum, et surtout c'est chez Evian quand on lançait un nouveau produit. Je te donne un exemple concret, on a lancé Evian avec des bulles, des arguments fonctionnels pour la santé et aromatisés. On a fait 3 semaines de phase de recherche qualitative avec des consommateurs, des panels, des interviews en one-on-one. On a fait venir un certain nombre de consommateurs potentiels représentatifs de notre target,
dans les bureaux, on leur a posé des questions, on leur a fait tester des concepts, on les a fait commenter, réagir sur des étiquettes, sur des claims, etc. Et en fait, cette phase de recherche aujourd'hui et de compréhension de ta target, elle est hyper importante, notamment quand tu es dans un pays étranger, pour pouvoir venir aussi alimenter les insights qui vont permettre à ton produit d'être vraiment intéressant et être acheté. Et en fait, si je reprends l'exemple encore une fois de Danone, alors ce qui était cool chez Danone, c'est que j'ai été côté marché local aux US, et après je suis parti côté global en France chez Actimel, une jolie marque de notre enfance. Là, j'étais dans un siège inverse, c'est que je m'assurais d'avoir une consistance globale dans les messages de la marque et j'aidais les pays à implémenter des campagnes locales. Mais du coup, en tant que local aux US, chez Evian, c'était notre responsabilité de venir alimenter les équipes globales qui n'ont pas forcément conscience des spécificités culturelles, des pain points, les insights, etc. et de venir les alimenter dans le développement du produit, dans l'histoire qu'on veut raconter. Et donc c'est ça le processus, c'est vraiment passer du temps à essayer de comprendre sa target. Si j'emploie un terme à la mode, c'est persona. Et derrière, ça te permet d'avoir soit un produit qui correspond vraiment à ce que le consommateur recherche ou qui répond à un pain point qui est précis, si tu vends un produit physique comme une bouteille d'eau, soit ça permet aussi, on y reviendra peut-être après, quand tu fais du contenu, d'avoir un message qui soit intéressant et qui crée de l'engagement derrière. Et si on essaie de rattacher ça à un objectif business qui puisse driver de l'inbound organique à travers le contenu que tu fais, etc. Donc c'est compréhension de la cible. Ok, très clair. Et par la suite, tu es parti chez Sunday. Ça s'est fait comment cette étape? Eh ben, écoute, je suis resté 6 ans aux États-Unis, 2 ans sur Evian à la fin, et puis en fait, je suis rentré avec Danone en France. Donc j'ai fait 2 ans sur Actimel au global, et après seulement, donc il y a 1 an et demi, j'ai rejoint Sunday. Donc, je travaille plus pour Sunday actuellement, mais je les ai rejoints il y a 1 an et demi, et il y a une histoire qui est intéressante derrière. Pourquoi moi j'ai rejoint Sunday? Oui, parce que ça reste une start-up, tu étais dans du corpo. Complètement. Ouais. J'ai fait un grand écart entre le FMCG, grosse boîte avec des gros budgets mais aussi beaucoup d'inertie, c'est un sujet dont on pourra parler après, pour rejoindre le merveilleux monde de la Startup Nation. Sunday qui faisait beaucoup parler d'eux à l'époque parce qu'ils ont levé de l'argent, parce qu'on avait Victor et Tigran qui avaient monté Big Mama avant. Et je les ai rejoints pour la simple et bonne raison que, avec mes yeux de marketeur, j'ai été séduit par la marque, en fait. Alors évidemment, l'idée business et résoudre le pain point de l'addition au resto, je trouvais ça intéressant et malin. Et je me suis dit pourquoi ça n'a pas été fait avant, ce qui est bon signe. Mais c'est surtout la marque. Avec une identité visuelle assez forte, un tone of voice assez subversif. Et en fait, c'est une marque hyper intéressante parce que c'est du B2B2C, il faut d'abord vendre au restaurateur ton produit pour remplacer, alors on ne remplaçait pas, mais venir en complément des TPE. Derrière, il faut quand même que le consommateur t'utilise, parce que le consommateur peut toujours choisir de payer avec sa carte bleue. Et donc, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est une marque qui était suffisamment forte pour être appealing auprès du consumer et pour créer de l'engagement aussi avec le restaurateur. Et en fait, quand j'ai vu cette marque commencer à faire du bruit, etc., j'ai contacté Victor et Johan. Johan, c'est la personne qui a créé la marque Sunday, on va dire, pour travailler chez eux. Et puis, je suis rentré là-bas pour m'occuper de tout marketing. Donc, c'était une first touch directe de ta part. Et du coup, ça t'a ouvert un peu les portes à la Startup Nation. Est-ce que, alors, déjà, ce passage-là, ça m'intéresse toujours parce que j'en vois tous les jours aujourd'hui chez Matters des profils qui vont du corpo vers la startup, de la startup vers le corpo. Est-ce que les réflexes étaient naturels au départ? Est-ce que tu t'attendais à certaines choses dans ce format startup que tu as vu se mettre en place? Comment tu as géré ce passage entre deux univers? Alors je l'ai géré avec beaucoup de bonheur parce qu'en fait comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai appris énormément de choses chez MH et chez Danone, mais j'ai accumulé pas mal de frustration aussi.
Et en fait, si je t'explique, si je prends un tout petit peu de recul pour t'expliquer les raisons de ce switch, ça va pas être très original et je pense que je suis pas le seul à dire ça. Dans des boîtes comme Danone, il y a beaucoup de bureaucratie, beaucoup d'inertie, peu de prise de risque sur les marques. Faire bouger un mastodonte comme Evian ou comme Actimel sur une campagne, un tweak d'un message, l'utilisation d'un visuel, grosso modo prendre des risques, c'est très compliqué. C'est très compliqué de faire accepter ça. Et si c'est accepté, ça prend des lustres en fait. Donc ça, c'était une première frustration, être parfois un petit peu pieds et mains liés sur ce que je pouvais faire en tant que marketeur. Et la deuxième chose, c'est un peu la longueur, je l'ai un petit peu évoqué, mais la longueur des cycles de validation. Et en fait, j'avais besoin d'avoir un peu plus d'agilité dans mon boulot. Et donc, quand j'ai rejoint Sunday, c'était pas du tout naturel pour moi. J'ai été surpris par l'autonomie et la liberté que j'avais de pouvoir faire à peu près ce que je voulais et de le faire hyper rapidement. Et donc j'ai été recruté pour apporter un peu de structure, de méthodologie, parce que j'avais travaillé sur des marques importantes dans leur taille et leur notoriété, sur beaucoup de canaux différents. Donc ça c'était... et en plus au global, quand je suis arrivé, Sunday c'était déjà en 5 pays, donc c'est expérience internationale qui était recherchée dans mon profil. Entre parenthèses, c'était aux US aussi, ça se déployait aux US ou uniquement en Europe? Sunday? Ouais. Aux US aussi. Aux US aussi, ok. Ils y sont toujours, c'était US, Canada, UK, Espagne et France. Et donc j'avais pas les bons réflexes tout au départ. Je les ai vite trouvés, je me suis vite éclaté. Et en fait, c'est un bonheur de pouvoir penser à quelque chose et que ce soit mis en place 3 jours plus tard, si c'est une initiative qui est rapide à mettre en place, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais avec un cycle de validation très court. Mon boss et Victor, s'il y avait besoin d'avoir l'avis de Victor et Christine, qui était la cofondeur de Sunday. Donc voilà, mais c'est des réflexes que j'ai vite pris parce qu'en fait, l'agilité, on se l'approprie assez rapidement. Et c'est quelque chose aussi que j'essayais de transmettre à mes équipes. S'ils ont envie de faire quelque chose, tant qu'ils sont capables de justifier l'impact pour le business et pour la marque, qu'ils le proposent et qu'ils mènent le projet jusqu'au bout, quoi. Avant de peut-être aller en profondeur sur les stratégies que tu as mis en place chez Sunday, ça m'intrigue ce côté go-to-market. Je ne sais pas si à l'époque tu as contribué à un go-to-market parmi les pays, mais si c'est le cas, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Parce que c'est un sujet qui revient souvent côté que ce soit des entreprises ou des boîtes. En tout cas des boîtes et des marketeurs, ouais. Ce côté go-to-market, et notamment dans ton cas, sur un go-to-market brand. Complètement. Je prends un angle et un point de vue un peu marketing pour te répondre, évidemment. Un produit comme Sunday, qui règle le pain point du paiement au restaurant, paiement de l'addition, à la fin du repas, ne peut pas fonctionner de la même manière dans tous les restaurants. Évidemment, un restaurant qui a un tiers de sa salle pleine, peu de trafic, qui a une clientèle, des personas de 50 ans et plus, du quartier qui sont habitués à venir bouffer chez Alain depuis 22 ans, venir leur mettre un QR code sur la table et les faire payer avec ça, c'est hyper compliqué en termes d'adoption. C'est d'abord hyper compliqué de le faire adopter par le restaurateur, il n'a pas forcément envie, donc les sales se prennent des murs, et derrière, même si les sales arrivent à le vendre, en fait personne n'utilise. L'usage, ouais. L'usage. Donc en fait, le boulot que nous on a fait sur le go-to-market, c'est aider les équipes commerciales à comprendre quelles sont les cibles qui ont vraiment un potentiel pour nous. Le but n'étant pas de placer le QR code et le laisser mourir quelques mois après avec une adoption à zéro, le but c'est que les consommateurs payent derrière. Et donc on a fait tout ce travail
On parlait de recherche tout à l'heure. Mhm. Je te racontais ça chez Evian. On a fait tout ce travail de recherche chez Sunday, de vraiment comprendre la typologie de restaurants à qui on s'adresse. Je parle encore au présent, mais à qui on s'adressait. Et aider derrière les sales à aller s'adresser à ces restaurateurs-là et d'avoir les bons arguments, parce que pour certains, c'est des questions d'efficience, pour d'autres, c'est des questions financières. Sunday est moins cher qu'un terminal de paiement. Pour encore d'autres personnes, c'est le bien-être des serveurs parce qu'ils avaient plus de tips et une clôture de la caisse beaucoup plus simple et un service qui était allégé ou plus agréable. Et donc aller chercher le bon USP, le bon argument de vente pour s'adresser à la bonne cible. C'est là-dessus qu'on a contribué avec mon équipe à ce qu'on appelle le go-to-market. Ça, c'est plus sur l'aspect, on va dire, positionnement et disons stratégie de pénétration. Ensuite, d'un point de vue très opérationnel, en fait, on essayait d'avoir un modèle de lancement par ville. Vous aviez des launchers par exemple ou... Alors les launchers, c'était nous, Ok. avec les équipes commerciales. Alors il y avait des équipes commerciales qui étaient en province, la majorité était à Paris. En gros, quand par exemple il y avait un gros salon pro, on y reviendra peut-être après sur les trade shows, mais quand il y avait un gros trade show à Lyon, on essayait de profiter de ça pour faire une espèce d'attaque éclair avec les équipes commerciales et les équipes sales et faire du street marketing, du porte-à-porte, des démos, des events locaux, etc. Donc ça, c'est la partie go-to-market plus opérationnelle et action concrète qu'on mettait en place pour aller conquérir une ville et parler à l'écosystème hospitalité de cette ville. Dans tes stratégies de croissance, avant un peu notre préparation, et comme j'ai dit un peu au début, tu m'as beaucoup pointé le terme field marketing. Je t'avais dit naturellement que je connais très peu cet angle, ce canal d'acquisition, si c'est un canal en soi. Dans les premières actions que tu as mis en place à ta prise de poste, ça a été quoi les sujets que tu as mis en place rapidement et tu penses aujourd'hui que ça a été cohérent et que est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, carrément. Le terme field est très large. Je pense que si on demande à 3 personnes différentes de définir field, on aura 3 définitions différentes. Très large et en même temps pas trop à la mode. Aujourd'hui, on entend plus parler de SEO, de SIA et d'ADS que de field marketing. Mais force est de constater que ça a été un levier hyper puissant pour Sunday. Donc j'élargis un peu la notion de field et je la définis comme telle. C'est toutes les actions que tu vas faire sur le terrain, grosso modo, pour aller t'engager avec tes restaurateurs. Ça peut être aussi avec tes consommateurs. Donc ça dépend si c'est un B2B, en B2C, en B2B2C. Et on a mis en place beaucoup de choses là-dessus chez Sunday. Alors déjà, je précise quelque chose. Malgré les levées de fonds, moi j'avais un budget marketing qui était assez limité. Donc j'ai essayé de trouver les initiatives qui étaient les plus héroïstes, on va dire, avec un budget qui n'était pas phénoménal, on va dire. Et le premier gros levier pour nous, ça a été les events en fait. Ok. Donc des salons pro, qu'on appelle aussi des trade shows. Alors c'est l'une des initiatives plus terrain qui nous coûtait un peu plus cher que les autres. Je reviendrai sur celle qui coûtait un peu moins cher. Mais c'était hyper puissant parce qu'on est arrivé à s'adresser à une concentration de restaurateurs qui venaient nous rendre visite sur nos stands. Des exemples comme le CIRA à Lyon, qui est le plus gros salon hospitalité en France de l'année, le FHT à Paris, etc. On faisait énormément de bruit. Donc on avait du popcorn et de la bouffe sur le stand. En Espagne, à Madrid, on a fait venir des chorégraphes et on faisait des chorégraphies et des danses. Et on avait le tiers du salon qui venait danser avec nous et qui prenait en vidéo. Ça nous a ramené des journalistes, etc. Donc on essayait de trouver des moyens marrants de jeter la lumière sur nous. Et en fait, les gens ont commencé à entendre vraiment parler de Sunday, au-delà de toute la presse et le PR qu'on faisait aussi pas mal, notamment grâce à la notoriété de Victor Tigrane et la levée de fonds. Mais sur le terrain, c'est comme ça qu'on entendait parler de nous. Et en fait, quand on
quand on faisait un salon pro, dans une ville comme Lyon par exemple, ou les Sierra, on en profitait pour aller... tout l'écosystème de l'hospitalité était présent, donc on en profitait pour organiser des événements satellites avec les restaurateurs et s'engager sur le terrain avec les restaurateurs. Sur la même ville. Sur la même ville. moment. Okay, exactement. Intéressant. Donc en fait, on essayait d'avoir une conjonction, on va dire, de 3 canaux. L'event, le trade show en tant que tel, les events organisés par nous-mêmes avec les restaurateurs, des events locaux. On n'invitait pas que des restaurateurs, on invitait aussi la chambre des métiers de l'hospitalité à Bordeaux par exemple, quand on a fait le lancement de ville à Bordeaux, etc. Et donc on avait ces events locaux qui étaient organisés et on faisait aussi des actions très de terrain, type du placardage d'affiches dans la rue, donc du street marketing, type aller faire du porte-à-porte avec des démos pour Vente Sunday, etc. Évidemment, on avait toujours un layer digital, donc on s'assurait d'avoir une campagne locale en ads à ce moment-là pour pouvoir... Donc c'était coordonné, le digital et le exactement. physique. Ouais. C'était coordonné, mais l'objectif principal était quand même d'avoir de la visibilité sur le terrain pendant une période donnée. Et je terminerai, si on veut être pour être complet sur l'aspect field, évidemment, c'est derrière ça tous les outils que tu vas donner à tes équipes commerciales pour qu'elles puissent raconter l'histoire de la meilleure des manières, de manière la plus convaincante possible. Donc c'est les outils que tu leur donnes pour vendre. Je te donne un exemple d'un petit hack qui n'est pas du gros hacking, qui est un hack physique. Donc j'aime bien cet exemple. On s'est rendu compte simplement qu'il y avait toujours dans les restos parisiens un journal, Le Parisien, posé sur le bureau. Enfin pas sur le bureau, sur le comptoir, que le serveur à sa pause clope ou le manager ou même le propriétaire du resto feuilletait pendant la journée. On s'est dit, laisser un flyer derrière nous ou un QR code, 90% de chances qu'il soit foutu à la poubelle. Les mecs sont démarchés toute la journée, on n'est pas les seuls à faire ce qu'on fait. Comment on va réussir à capter leur attention à un moment qui est au moment où ils s'y attendent le moins, c'est du nudge, avec un format qui soit impactant, intéressant pour eux. En fait, on a repris le Parisien, et en fait on s'est réapproprié le Parisien en faisant un faux Parisien, un espèce de Sunday Times, pour reprendre le nom de Sunday, on ne l'appelait pas comme ça, mais c'est le principe. Et en fait, sur les 6 pages, on racontait l'histoire de Sunday, on racontait avec des interviews de restaurateurs comment Sunday avait réglé des problèmes dans le restaurant. Évidemment, on parlait des bénéfices produits, on parlait de l'histoire de Big Mama, de Victor, de Tigrane derrière. Bref, en fait, on a créé un faux journal qu'on a fait shipper à 1500 restaurants et bars, parce que Sunday c'est une option aussi pour les bars, en France. Liste qui avait évidemment été nailée en amont et priorisée par les équipes commerciales, parce qu'on avait des priorités sur les prospects qui étaient différentes, et on leur a shippé ça. Et en fait, ils ont reçu un faux Parisien qu'ils ont l'habitude de lire, ils l'ont ouvert, ils ont mis un témoignage, un deuxième, un troisième, et ça nous a permis d'avoir beaucoup de personnes qui, lorsque les commerciaux venaient frapper à la porte, disaient « Ah, c'est marrant, je vous ai lu la semaine dernière, j'ai reçu un journal Sunday ». Donc tu vois, ça c'est un petit hack qui a de l'impact sur le terrain, qui nous a rien coûté, mais qui nous a permis d'aller s'engager à l'intérieur du restaurant, dans les mains du restaurateur, pour parler de notre produit. Très intéressant, ça, le hack ou l'innovation marketing, c'est que vous êtes réapproprié le format du journal. Exactement. En fait, c'est un flyer en quelque sorte, mais en format journal. Et donc, ce côté où on se réapproprie quelque chose qui marche très bien, peut-être en feed marketing, peut-être tu nous en diras un peu plus sur de manière plus globale. Et en plus, je pense que ça coûte pas grand-chose en soi. Et donc, derrière, vous avez les adresses, il suffit de les envoyer à un moment T. Et alors, ça m'intéresse, ça. Les commerciaux passaient juste après, c'était exprès ou c'était coordonné? Alors, quand on l'a fait, quand on a lancé le Bordeaux, grosso modo le bassin d'Arcachon et une partie du Pays Basque,
On a fait shipper, on a eu une campagne un peu 360 de lancement de ville. Donc on était dans le bonbon local, on a fait du print, on avait des ads qui targetaient cette région-là, enfin ces villes-là à ce moment-là. Et en fait on a fait shipper ces journaux-là dans les restaurants qu'on savait qu'elle allait être visité par les sales, et les sales venaient 24 à 48 heures plus tard parce qu'on était frais dans leur esprit, en fait. Et pour revenir à ce que tu dis, en tant que marketeur, il faut réussir à communiquer sur les médias qui sont consommés par ta cible. Donc lorsque tu as une cible milléniale, c'est peut-être assez naturel d'aller sur TikTok pour t'adresser à eux. Une cible restaurateur où finalement tu as des serveurs qui ont 22 ans et tu as des propriétaires qui en ont 50. Alors le decision maker à la fin c'est le propriétaire, hein, mais c'est plus compliqué de comprendre quels sont les médias qui consomment au quotidien. Tu peux faire des campagnes d'ads évidemment sur Instagram, on y reviendra. Pour nous c'était pas forcément toujours efficient pour des raisons de go-to-market et de barrières à l'entrée, mais on pourra en parler après. Tu peux faire ce genre de campagne, mais en fait le mec il lit son journal derrière le comptoir, et c'est là qu'on voulait être dans son esprit, quoi. Concrètement, le feed marketing, c'était un canal hyper intéressant pour vous. Est-ce que vous avez essayé de le structurer d'une manière un peu plus globale? Ça a été quoi un peu, si on le prend dans un format plus use case, c'est-à-dire comment ça a été structuré de manière un peu plus globale chez Sunday? Est-ce que c'était vraiment des hacks comme ce que tu décris, ou bien ça a été vraiment pensé, structuré dès le départ avec une approche mixte entre les commerciaux, le marketing, le digital, les events, et donc c'était une réflexion plus globale, ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce use case du feed marketing chez Sunday? Carrément. En fait, à partir du moment où il y avait une coordination avec ce qu'on faisait en digital, ce qu'on faisait en RP, et ce qu'on faisait sur les autres canaux, on peut plus parler de field uniquement en tant que tel. Ça devenait une campagne de lancement dans une ville précise, par exemple. Le field était souvent le point d'entrée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était les équipes commerciales et notre head of sales, si je prends l'exemple de la France, qui nous disait on sait qu'il y a une opportunité, parce qu'on a analysé le marché pour aller lancer Sunday à Bordeaux, par exemple. C'est là qu'on va commencer. Donc nous, le marketing était au service des équipes commerciales. C'est comme ça qu'on commence à réfléchir à des initiatives pour être impactant à Bordeaux, lancer à Bordeaux, être vu, avoir la notoriété de la part des restaurateurs dans cette région-là. Donc en fait, le point d'entrée au départ, c'était plutôt un brief, si on essaye de penser à une structure, un brief des sales qui venaient nous voir en disant « Ok guys, on a besoin de faire du bruit dans 2 mois pour lancer dans telle ville. » Ensuite, l'étape d'après, c'était un petit peu de faire un audit des supports de vente, des outils que les sales utilisaient au quotidien pour vendre. Ok, vous avez un flyer, est-ce que le message sur le flyer est le bon? Oui, non. Est-ce que le flyer il est utilisé ou il est foutu à la poubelle directement? On s'en est parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as les bons QR codes pour venir faire tes démos? En plus, il y avait plusieurs produits chez Sunday, donc des environnements de démos qui étaient différents. Donc, est-ce que tu as les bons QR codes pour vendre? Est-ce que tu as pensé à engager tes restaurateurs dans une initiative ou un événement local pour essayer de t'engager avec eux au-delà d'un simple rendez-vous de prospection et de vente pendant une demi-heure? Donc en fait, il y avait une espèce de brainstorming et d'analyse un peu de leurs outils, que nous on puisse leur en proposer d'autres qui pouvaient nous sembler plus pertinents en complément, ou en garder d'autres qui ont fonctionné aussi dans le passé. Et après Après, on proposait, c'est ma voix et le concert d'hier qui commençait à faire effet. Et après, on leur proposait un certain nombre d'outils pour vendre et un certain nombre de canaux. Et là, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. Évidemment, pour faire ce on appelait ça des blitz, alors c'est un terme à proscrire, mais l'attaque éclair, il fallait que tous ces canaux-là soient alignés au même moment. Et donc, par exemple, à Bordeaux, on a bossé avec une agence locale qui nous a organisé 2 événements avec des restaurateurs. On avait des influenceurs sur Bordeaux qui ont parlé de Sunday dans les restaurants. On a fait de la presse écrite et on a fait une petite campagne d'ads en même temps. Et tout ça était accompagné du boulot qu'on faisait sur le terrain. Donc,
ce que je te dis, ça sort un petit peu du field pur et dur. En fait, les autres canaux étaient au service de ce qu'on faisait sur le terrain avec les équipes commerciales. Tu considères pas que c'est du street? Est-ce que tu nuances les deux? J'entendais au départ plus parler du street marketing. Est-ce que c'est les mêmes notions? Est-ce que c'est des nuances? C'est la même... Oui, alors en fait, pareil, je pense que si tu demandes à quelqu'un, 3 personnes, une définition du street, il y aura 3 réponses différentes. Ouais. Le street, je pense, moi ça m'évoque plus des opérations de flyering, de l'affichage, etc. Nous, moi sur le terrain, ce qu'on faisait, c'est quand même des vrais événements, des tables rondes. On essayait de s'engager et d'avoir un contact avec les restaurateurs. C'est occuper le terrain en quelque sorte. C'est occuper le terrain, exactement. C'est ça, field. Ouais, exactement. Et occuper le terrain, et si tu reprends ton funnel marketing, occuper le terrain pour gagner en notoriété d'abord, pour que les gens comprennent ce qu'on fait, et ensuite pour être considéré. Et en fait, faire de l'affichage, du flyering, ou être sur un salon, ça va t'aider dans ta notoriété. Derrière, faire une table ronde avec les 25 restaurateurs qui comptent à Bordeaux pour leur raconter un peu... D'abord parler des tendances du marché, tu parles pas que de toi évidemment. C'est comme dans un webinar, si tu parles uniquement de ta marque, ça fonctionne pas. Donc il faut parler des sujets qui fâchent, des sujets qui intéressent les restaurateurs. Le recrutement des serveurs, par exemple, en était un à l'époque. Aller les engager autour de ces sujets-là et réussir de manière assez subtile à parler de tes bénéfices produits et des bénéfices de ta solution, c'est comme ça qu'on arrivait à créer un dialogue et à être considéré localement en fait. Très clair, je comprends un peu mieux ce modèle de field qui a un peu été une brique chez Sunday de ce que j'ai compris. Ouais. Très intéressant l'approche, se réapproprier les formats, c'est ce que je retiens en tout cas en partie. C'est vrai qu'on le voit un peu moins. Et c'est aussi, pardon je t'interromps, mais c'est aussi le restaurateur, et il n'y a pas uniquement que le restaurateur, j'imagine qu'il y a dans d'autres industries ou d'autres corps de métier, c'est la même chose. Il a besoin qu'on vienne lui parler, c'est un métier qui est humain, il a du contact tous les jours avec ses clients. Alors le restaurateur qui n'aime pas discuter avec ses clients, qui n'aime pas discuter avec les gens, il faut pas y foutre les pieds, c'est un mauvais restaurateur. Et donc si on part du principe que le restaurateur a besoin de contact humain, lorsqu'on est une marque qui leur vendons un produit, on a besoin d'occuper le terrain et d'être proche des restaurateurs. Faire uniquement du digital en espérant qu'ils vont être séduits par Sunday parce qu'ils ont vu une ads ou parce qu'on leur a poussé un positionnement, un référencement payant lorsqu'ils cherchent terminal de paiement sur Google par exemple, c'est pas ça qui va les séduire. Et en fait, nous ce qu'on essayait de faire, c'est avant tout séduire et convaincre. D'abord se faire connaître, notoriété, séduire et convaincre pour être considéré, pour que derrière les restaurateurs nous fassent confiance. Et là on a parlé beaucoup du B2B et des restaurateurs, et l'intérêt aussi, l'objectif derrière, c'était aussi d'être considéré par les consommateurs, avec le B2C. Vous l'avez appliqué au B2C, au consommateur final, le field ou toutes ces stratégies, ou bien le focus était clairement B2B Alors, par la nature même du produit, j'imagine. Quand tu fais pour revenir du street marketing, il n'y a pas que les restaurateurs qui te voient. Bien sûr. Les consommateurs te voient aussi, donc ça sert à un objectif B2B2C. On n'a jamais fait par contre d'event B2C. En fait, rapidement, on a priorisé plutôt le B2B dans les ressources, donc le temps et le budget marketing. On a lancé une petite campagne dans le métro qui était assez rigolote, mais c'était plus un objectif de notoriété qu'autre chose. Donc le field en tant que tel était quand même plutôt orienté B2B, mais tout ce qu'on faisait en B2B pouvait avoir des externalités positives et des répercussions naturelles pour le B2C, parce que ce que tu fais sur le terrain, il est vu par tout le monde en fait. Et pour clôturer un peu ce use case, moi ça m'a toujours intéressé un point qui consiste à mesurer, le côté mesuré des actions qui sont plutôt dans le physique. Moi ça m'intrigue ce point dans le sens où comment chez Sunday vous arriviez à plus ou moins mesurer l'impact d'une action field marketing sur peut-être une ville à un moment donné. Est-ce que vous arriviez un peu à... Bah oui, ça c'était plutôt assez simple. Dans le passé,
quand je lançais des campagnes avec des gros plans médias sur des plus grosses marques comme Evian, Actimel, etc., c'est toujours plus compliqué de mesurer l'impact, évidemment. Donc tu fais des études sur ta brand, ta notoriété de marque, etc. Et tu peux voir ce qu'on appelle les GRPs quand tu fais de la télé. Tu peux voir aussi de l'uplift sur ta vélocité en magasin si tu vends plus de produits pendant une période de télé. Donc il y avait des moyens, mais c'était un petit peu plus compliqué. Là, en field, en fait, en field, on va dire avec les initiatives qu'on faisait sur le terrain chez Sunday, c'est plus simple parce qu'en fait, sur un trade show par exemple, ou sur un event, si à la fin tu as 50 personnes qui sont potentiellement intéressées par ton produit, c'est 50 leads. Derrière, tu vas bosser avec tes sales pour les qualifier. Est-ce que c'est un petit resto, comme je disais tout à l'heure, jamais plein, qui justifie pas un trafic et l'utilisation de Sunday, ou alors est-ce que c'est Brasserie Barbès ou Bouillon Pigalle dans lequel Sunday cartonne, et donc en fait tu qualifies ton lead et après tu le transformes assez facilement et tu peux voir qu'un tel événement X t'a rapporté tel lead et tel nombre de contrats à la fin. Alors, ce qui est important, c'est de mesurer derrière le churn et la lifetime value, parce que y a des restaurateurs qui prenaient Sunday, qui se rendaient compte qu'il n'était pas forcément adopté par les consommateurs, et derrière, en fait, quelques mois plus tard, ça fonctionne plus. Donc, d'où l'intérêt de bien choisir sa target de restaurateur au départ. D'ailleurs, c'est le gros boulot qu'on a fait. On parlait de go-to-market tout à l'heure. Et donc, en fait, la mesure là-dessus, elle est concrète. Tu sais à combien de personnes tu t'adresses. Quand on a envoyé Le Parisien, par exemple, nous, on demandait aux commerciaux de nous faire des retours. Ok, est-ce que cette personne à qui tu rends visite aujourd'hui t'a parlé du journal qu'elle a reçu 2 jours plus tôt, tu vois. Et toutes ces informations-là, vous venez évidemment les alimenter dans notre CRM pour être sûr si je prends un restaurateur, un restaurant chez Jeannot de pizza à Marseille par exemple, a-t-il reçu le Sunday Time, enfin le journal, je dis ça mais on l'aurait même pas appelé le Sunday Time. Pourquoi je dis ça? Je pense que j'aurais bien aimé l'appeler comme ça. Ça sonne bien depuis tout à l'heure. On aurait probablement eu des problèmes de copyright. D'ailleurs, je précise que le Parisien n'a pas forcément donné son aval sur cette initiative. C'est pas très grave. Et donc on savait exactement s'il avait lu notre journal, exactement de la même manière qu'en digital, lorsque tu as un livre blanc ou du gated asset, tu sais si dans tes campagnes de nurturing, tu vas aller nurturer un lead qui a potentiellement téléchargé ton contenu ou pas avant. Donc c'est un peu comme ça, on bossait beaucoup avec les sales sur le terrain pour nous faire des remontées des conversations qu'ils avaient avec les restaurateurs et pour comprendre si les outils qu'ils utilisent leur permettaient d'avoir un uplift en termes de vente et plus d'impact dans l'histoire qu'ils racontent, quoi. Très clair, use case hyper intéressant par rapport à ce modèle de field marketing. Du coup, si je comprends bien, c'était une période où c'est là où tu as eu ta première expérience pure startup. Aujourd'hui, tu es ce qu'on appelle un part-time CMO. Ce passage-là, ça m'intrigue. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le terme part-time? Déjà, est-ce que tu es de l'école fractional, part-time, j'entends à temps partagé, il y a tout un truc sur les jargons. Déjà, est-ce que on est d'accord sur le terme? Et qu'est-ce que veut dire pour toi ce terme de part-time CMO? Alors honnêtement, le jargon, je m'en fous. Ce que ça veut dire, justement, la définition est parfois floue pour les entreprises et les boîtes que j'accompagne, parce que certaines entreprises ont l'impression qu'un part-time CMO fait tout. Il fait la stratégie, il fait l'exécution de la stratégie, il fait l'opérationnel. En fait, un part-time CMO, c'est une manière pour une boîte aujourd'hui d'aller chercher soit une expertise précise sur un sujet pendant un certain temps, soit un niveau de seniorité auquel elle n'a pas forcément accès pour diverses raisons, pendant une période de temps. Et pour le part-time CMO, c'est être au quotidien avec ton client. Au quotidien, c'est pas tous les jours, sinon ça devient un full-time CMO, mais ça peut être 1, 2, 3 jours par semaine, être au quotidien et les accompagner sur des enjeux qui sont stratégiques pour la marque. Donc de manière assez concrète, c'est quoi ?
c'est recruter les équipes marketing. Moi, aujourd'hui, dans les entreprises pour lesquelles je suis part-time CMO, j'ai du management. Définir le mix marketing, donc comprendre sur quel canot tu veux que ta marque communique. Allouer les ressources, tu restes honneur du budget. Il faut avoir la responsabilité du budget. Et puis après, aider à exécuter la stratégie avec des ressources qui sont dans ton équipe. Et donc, pour revenir à cette définition, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui super bien compris. Alors, il y a des boîtes qui le comprennent très bien, elles savent pourquoi elles prennent un part-time CMO. Et on pourra revenir, si tu veux, après sur les avantages pour les boîtes de prendre un part-time versus un full et les avantages pour des CMO comme moi. Donc, certaines le comprennent très bien et certaines le comprennent pas très bien et pensent qu'un part-time CMO, en fait, c'est un mec qui représente une équipe marketing à lui seul. Ce qui n'est pas le cas. Bon, c'est vrai que, parce qu'on en voit pas mal dans, par exemple, des demandes d'entreprises chez Matter sur ce point. Et c'est vrai que des fois, quand on lit le brief, on a l'impression que ça va être l'homme à tout faire. Exactement. Et je pense qu'il y a encore un sujet de pédagogie et peut-être d'explication de ce nouveau métier. On en parlait juste avant sur ce côté, déjà pourquoi il survient, déjà pourquoi à ce moment, est-ce que c'est une tendance de fond? Est-ce que c'est juste temporaire par rapport à la conjoncture? J'aimerais bien avoir ton avis. On a parlé, je t'ai parlé d'une étude juste avant de démarrer qui expliquait qu'aux US, chaque année, il y a le poste de CMO perd en durabilité de quelques mois, 3-4 mois, ce qu'ils appellent ça des points, 4 points, 4 mois. Et que donc, en gros, les CMO passent de moins en moins du temps dans leur poste. Est-ce que tu le vois autour de toi? Est-ce que ça peut expliquer une partie de ce qu'on voit, en tout cas de l'émergence de ce nouveau concept? Alors, c'est clair qu'il y a une mode. Ouais. Il y a une vague sur laquelle je et beaucoup de personnes sont en train de surfer. Il y a un petit risque derrière ça. C'est quand même que ça devienne presque une commodité. Alors j'ai rien contre les gens qui font du SEO ou des ads, mais un part-time CMO ou un CMO peut pas avoir le même niveau d'expérience que des profils qui sont des profils qui ont plus d'expertise technique sur des sujets précis type du référencement par exemple. Mais malgré tout, on voit des part-time CMO qui se lancent tous les jours. Donc moi je vois un petit risque là-dessus. Un part-time CMO doit avoir été CMO avant. En fait, il faut être capable, au-delà d'exécuter, de créer une stratégie marketing, un mix et allouer un budget, il faut être capable d'être dans un board, de fighter contre son board, de prendre des décisions business qui sont raisonnées et qui sont prises à la lumière d'expériences passées. Et donc en fait, aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent. Alors pourquoi ? Quels sont les drivers de ça ? Je pense que les gens recherchent de la flexibilité. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils peuvent... Tu parles d'un point de vue... excuse-moi. Freelance. Je parle d'un point de vue freelance, mais on peut revenir après sur les entreprises. En fait, c'est la même chose, l'aspect flexibilité. Ils se rendent compte qu'ils peuvent travailler pour des clients différents. Ils peuvent travailler d'où ils veulent. Ils peuvent travailler quand ils veulent. C'est eux qui définissent leur offre. Ils n'ont pas de boss. Et généralement, ils gagnent plus d'argent que quand ils sont en CDI. Donc évidemment, l'équation est tentante. Ça convient pas à tout le monde. Mais c'est clairement une tendance qui est en train d'émerger aujourd'hui. Encore une fois, avec ce petit risque qu'en fait, s'il y a 7000 part-time CMO sur le marché, il n'y a plus de CMO en fait. Enfin, je veux dire, donc après, heureusement, il y a, je pense, un écrémage naturel qui se fait selon la qualité de ce que tu apportes. Mais pour moi, il faut justifier quand même d'un minimum d'expérience, de prise de recul sur le business et d'être capable en fait de comprendre quelles sont les ressources dont tu vas avoir besoin pour exécuter sans être toi-même l'exécutant, parce que de toute façon tu n'as pas le temps de faire ça et les boîtes te paieraient trop cher à faire de l'exécution. Ça c'est pour le côté freelance.
Tu veux que je te parle un peu côté entreprise de ce que tu as vu, déjà peut-être parmi tes clients, qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu arrives à bien recadrer le besoin? Parce que c'est une des problématiques aujourd'hui qu'on voit se répéter. Autant en tant que matters, puisqu'on a des demandes, ou autant du côté brief qu'on transmet à des CMO qui, certains ont clairement une posture bien précise et la volonté de bosser sur des sujets bien précis. Côté client, comment tu vois les choses et c'est quoi ta perception aujourd'hui? Alors côté client, en fait aujourd'hui les boîtes font beaucoup plus attention à leur runway et au fait de comment ils dépensent leur argent. Ils n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui, ou elles ne veulent pas prendre le risque de recruter des profils capés sur des postes de CMO. Et donc le fait de prendre du part-time, ça permet, de s'offrir une flexibilité, d'avoir possiblement accès à plus de profils et aller chercher des expertises assez précises. Alors tu as un cas particulier qui est du management de transition et c'est boucher un trou dans ton équipe pendant un congé mat par exemple, ça c'est encore à part. Mais là je te parle simplement d'une boîte qui se dit j'ai besoin de quelqu'un pendant 1 mois et demi pour m'aider sur ma strat, où j'ai une équipe mais cette équipe est très opérationnelle et manque un peu de vision, donc je vais prendre un profil un peu plus capé. Donc c'est ça que permet le part-time sans avoir à engager un budget énorme et prendre le risque de prendre quelqu'un qui ne correspond pas vraiment ou qui ne fait pas du bon boulot et te retrouver un peu bloqué avec cette personne, quoi. Donc c'est une des ces raisons-là sont les raisons pour lesquelles les entreprises aujourd'hui font appel à des part-time et c'est un peu la même raison pour laquelle elles font appel à des freelances sur des compétences très précises, quoi. Et ça, moi je trouve que c'est une tendance, un trend, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Le part-time CMO n'a pas vocation à être là pendant 3 ans, ce serait débile. Donc l'objectif pour moi c'est quand même, et je le fais dans les entreprises dans lesquelles je travaille, c'est de recruter le CMO à la fin. Donc c'est de venir pendant une période donnée pour mettre certaines choses en place et après de s'effacer, de faire un handover et de laisser l'entreprise recruter full-time. Mais ça peut être une option, le part-time CMO pour une entreprise au début quand ils savent pas trop quel profil ils doivent recruter. Ou quand ils veulent au contraire aller chercher une expertise précise, ils peuvent aller chercher des gens avec probablement un peu plus de seniorité, qui travaillent moins en termes de fréquence, parce que c'est que quelques jours par semaine, mais qui permet de délivrer une bonne qualité de travail et parce qu'ils peuvent justifier d'une expérience importante, sauf dans le cas de figure où on a un part-time CMO avec peu d'expérience. C'est une trend du coup que tu vois depuis quand? Toi, c'était quand la première fois que tu as vu ça? Surtout que tu l'as fait directement après Sunday. C'était une réflexion qui est venue au fur et à mesure, ou bien tu t'es dit je me mets en freelance parce que de toute façon on a vu la montée du freelancing et que il s'avère que le part-time CMO est quelque chose d'adapté. Pas du tout prévu ni réfléchi. Ok. En fait, quand je suis parti de Sunday, de manière hyper opportuniste, j'ai commencé à faire du free parce que j'ai un copain qui montait une boîte à Station F qui m'a dit est-ce que je peux t'aider, est-ce que tu peux m'aider sur un sujet marketing. J'ai dit oui, puis un deuxième, puis un troisième, et je me suis dit tiens, je vais en faire quelque chose. C'est après, en faisant un peu ma due diligence et en cherchant comment moi je pouvais me positionner et structurer mon offre, que j'ai vu ce qui se faisait aux US, parce que le modèle de fractional executive existe aux US depuis plus longtemps. J'ai vu que certaines personnes se lançaient en France. Je pense à Patrice Barbezier par exemple, qui est ancien CMO de partout, qui s'est lancé et qui a été un peu un mentor pour moi au début parce qu'il m'a donné pas mal de billes pour me lancer. Et en fait, je me suis lancé il y a 1 an et j'ai créé ma brand perso autour de ça, mais c'était pas prévu du tout au départ. C'était pas prévu. Et j'ai l'impression qu'il y a une accélération depuis... ça pour moi c'était il y a 1 an, mais il y a une accélération depuis 6 mois. Et là depuis la rentrée, chaque semaine T'envoies popper. J'envoie popper, ou même je suis contacté par des gens qui me disent j'ai envie de me lancer, est-ce que tu as des conseils? Donc je les donne avec plaisir parce que moi ça m'a aidé quand je me suis lancé. Et oui, clairement c'était pas prévu, mais c'est cool. C'est hyper intéressant et moi un peu en parcourant ton profil,
j'ai compris que tu aimes bien attaquer des problématiques tangibles avec tes clients. Ouais. C'est quoi, par exemple, une problématique tangible, un client aujourd'hui qui veut venir te voir, c'est quoi les sujets globalement? Ouais. Avant de te répondre directement, je fais une petite parenthèse. En fait, aujourd'hui, mais c'est en lien avec ce que je vais dire. Hein. Aujourd'hui, quand tu prends ton téléphone et tu vas sur LinkedIn, tu te fais polluer, excuse-moi du terme, par des dizaines de posts qui ressemblent grosso modo à voilà comment j'ai multiplié mon ARR de 3 centimes à 2 millions en 4 minutes en utilisant tel outil. Espèce de post un peu putaclic. Et en fait, donc il y a un trend autour de ça. Alors je pointe pas du doigt le gros marketing, mais ça rentre dans les sujets grosses, perf et acquises. Et en fait, les marques ont l'impression que c'est une formule magique. Et une marque qui n'a même pas encore forcément totalement validé son product market fit, ni sa value propre, ni la manière dont elle va s'exprimer, à qui elle s'adresse, va vouloir très rapidement se diriger vers ce genre de levier et faire de la performance, des ads, du SIA, du paid, parce qu'en fait l'objectif c'est de croître rapidement, donc c'est de convertir et faire du chiffre, quoi. Moi je trouve que c'est hyper risqué, et le diagnostic que je fais à chaque fois, c'est avant d'aller essayer de s'accrocher à ce trend, alors d'abord il faut fermer LinkedIn, ou alors suivre des gens qui sont plus intéressants que ce genre de post. Et ensuite, il faut commencer par la base, c'est est-ce que vous avez une proposition de valeur qui est compréhensible pour votre audience. Votre audience, qui est-elle? À qui vous vous adressez? Sans faire un travail de persona pendant 3 mois, parce qu'il n'y en a pas forcément besoin, au moins comprendre la target à qui on s'adresse. Et donc, et après, sur quels canaux les adresser, quel est le média qui est consommé, etc. On parlait tout à l'heure du journal pour les restaurateurs, c'est exactement la même chose. Donc, pourquoi j'ai fait cette parenthèse? Parce que moi, j'ai des marques qui viennent me voir parce qu'elles souffrent de 2 choses. Premièrement, un manque d'engagement sur le contenu qu'elles créent. Et deuxièmement, un manque de ROI business. C'est-à-dire que la stratégie contenu ne permet pas forcément de générer de l'inbound organique, ce qui est l'un des objectifs quand on fait du contenu au-delà de la notoriété, c'est que les gens viennent te voir parce qu'ils sont intéressés par ce qu'ils ont lu, quoi. Et donc pour moi, c'est principalement les missions que je propose. Je prends un step back, je fais un pas en arrière en me disant ok, on va regarder comment t'exprimes qui tu es, quelle est ta proposition de valeur, quels sont tes messages clés et tes arguments de vente, est-ce que ces messages sont adaptés à la cible à qui tu parles, est-ce que ces messages sont impactants et illustrés par des chiffres? C'est tout bête, hein. Et dire que tu augmentes les tips d'un serveur, c'est pas pareil que dire que tu augmentes les tips en moyenne de 15%, tu vois, si je prends l'exemple de Sunday. Et donc faire ce travail un peu de prise de recul et d'audit du contenu, et commencer par faire ça avant d'aller proposer de faire du paid et d'utiliser ce genre de canaux. Et derrière, en fait, de manière assez concrète, on crée ensemble avec les marques des matrices de contenu où tu es très clair sur ton objectif. Est-ce que c'est la notoriété, est-ce que c'est la considération, est-ce que c'est la conversion, si on reprend le funnel classique. Quel est ton message clé? Pour quelle audience? Sur quel canal? Sous quel format? Est-ce que la marque doit communiquer sur du statique, du motion, un podcast, un webinar, un article de blog, etc. À quelle fréquence? Et une fois que tu arrives à mettre un petit peu sur le papier cette matrice-là, là tu peux te dire ok, je vais commencer à faire des ads, je vais commencer à pousser certains USP parce qu'on les a validés avant et on sait que ça répond à un pain point qui est précis, mais il faut faire ce travail en amont. Et moi c'est un truc que je recommanderais à des gens qui se lancent en marketing côté free, pas forcément côté free, mais des gens qui travaillent en marketing, et évidemment côté boîte, c'est ne pensez pas que les canaux perf et acquises sont directement la formule magique pour faire de la croissance, parce que si tu fais des ads avec un message et une value propre qui sont incompréhensibles et qui ne parlent pas à la bonne target, tu auras beau mettre 25 000 € de budget ads par mois, ça ne fonctionnera pas. Il faut commencer par
par l'essentiel, qui est ta marque, ce que tu racontes, comment tu le racontes. Et c'est grâce à mes expériences avant Sunday sur des grosses marques et dans des boîtes comme Danone ou LVMH que j'ai appris justement la valeur et la puissance d'une marque et ce travail à faire en amont, parce que ça c'est un travail qu'on faisait bien pour le coup sur Evian, sur Actimel. J'ai l'impression que tu parles d'un sujet que des fois moi j'utilise un terme, peut-être qu'il existe ou pas, mais certains de mes clients précédents, même de Matters, en échangeant avec eux, et une des manières un peu de mettre en avant le travail d'un CMO ou un part-time CMO, c'est la recherche du discours market fit au lieu du product market fit. Il y a une partie de ce côté, et j'ai l'impression que c'est un peu le cœur de ton travail, c'est trouver le bon discours à la bonne audience, l'identifier et amener peut-être toute une panoplie de méthodologies, parce que j'ai l'impression au final ce qu'on va aller rechercher chez toi, c'est ce côté méthodo, là où l'entrepreneur ou le fondateur que tu accompagnes, il a un peu la tête dans le guidon. Toi aujourd'hui, dans ta méthodo, globalement, très rapidement, c'est quoi ton process si par exemple aujourd'hui, si Matters, on te push un brief, c'est quoi les steps que tu actionnes pour accompagner disons par exemple une startup qui vient de lever en seed? Bon, alors j'ai pas une méthode que je calque, évidemment c'est adapté à la taille de la boîte, sa maturité, la cible, etc. Mais il y a quand même des choses, il y a quand même des fondamentaux. La première, c'est une phase de recherche, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais aller interviewer les gens dans la boîte. Parfois les gens c'est 2 founders, parfois c'est un peu plus de personnes. Je vais interviewer des clients, ça c'est hyper important, de comprendre quelle est la perception de la proposition de valeur perçue par les clients. Une fois que j'ai fait ce travail de recherche, il y a un certain nombre de convictions qui vont ressortir de ça, et j'organise des workshops, généralement avec les founders ou des gens qui ont des rôles un peu clés stratégiques dans la boîte. Un workshop généralement plutôt sur la vision et la mission de l'entreprise. Ça doit être avant tout insufflé par ceux qui créent l'entreprise, c'est pas moi qui écris la mission à leur place, mais je l'aide à la rendre un petit peu plus concrète, actionnable et la faire atterrir derrière, on va dire. Après un workshop qui est plutôt focus sur le positionnement et la proposition de valeur, qui je suis en une phrase, quels sont mes arguments de vente, comment je vais exprimer ma valeur et sur quel canot, quoi. Généralement on fait un workshop, alors ça peut être avec la proposition de valeur, ça peut être à part, mais sur les cibles, sur les personas, et ça c'est plus pour des sujets tech, on va dire, réfléchir ensemble à la consumer journey, l'expérience client dans le produit, etc., et comprendre s'il y a des frictions à changer. Alors je fais pas du product, c'est pas mon travail, donc il y a des gens qui font ça mieux que moi, et donc c'est des spécialistes, mais réfléchir quand même à l'expérience utilisateur, c'est assez important. J'ai oublié un dernier truc, c'est l'analyse compétitive, parce que comprendre ton marché et comprendre quel est ton sweet spot qui va te permettre d'être différencié par rapport à la compétition, c'est ce qui te permet de perdurer, de durer dans le temps. Donc c'est un peu ça les grands sujets. Je te résume pour avoir une méthode en 10 secondes. C'est une phase de recherche, réfléchir à sa vision et sa mission, réfléchir à son positionnement et sa proposition de valeur, reprendre le travail de cible et de target qui émane directement des interviews et la phase de recherche en amont, l'analyse compétitive, et en fait normalement tu ressors de ça avec le livrable concret. Ça peut être une matrice sur Google Sheets, je travaille beaucoup sur Google Sheets, ça peut être une présentation, ça peut être une page Notion, moi je m'en fous un petit peu du livrable, le livrable c'est le client qui le choisit, mais au moins quand tu ressors de ça, tu es beaucoup plus clair lorsque tu veux commencer à faire de l'acquisition, lorsque tu as une prise de parole dans un média, etc., sur ce que tu veux raconter en fait. Voilà. Très clair. Et un peu pour conclure cette note du part-time et même au niveau de la trend, toi tu la vois comment cette trend prendre sur les prochaines années? Comment tu le verrais en fait, que ce soit d'un point de vue C-level ou même au niveau du freelancing globalement sur les métiers du marketing? Comment tu vois un peu l'évolution? Bon, alors j'ai pas de boule de cristal évidemment. Je pense sur la partie part-time CMO,
comme tu le disais tout à l'heure, il y a encore beaucoup d'éducation et de pédagogie à faire. Et il y a beaucoup de boîtes qui ne savent pas encore exactement ce que c'est. Je pense que c'est là pour durer. Et je pense qu'il y a de plus en plus de boîtes qui vont s'y intéresser. Donc ça, c'est plutôt positif. Le pendant négatif, on en a déjà parlé. C'est qu'en parallèle, de plus en plus de marketeurs vont se lancer en tant que part-time CMO sans forcément avoir la légitimité, et ça va devenir une commodité. J'espère qu'on ne va pas tomber dans l'écueil d'avoir 8 pages de part-time CMO sur Balt avec des expériences qui ne sont pas forcément justifiées et que ça devienne une commodité, parce qu'en fait ça va être la disparition de ce métier. Enfin, le métier reste le métier de directeur marketing, mais disons la disparition de ce Est-ce qu'il ne va pas format. être juste, si je me permets, challenger comme les autres métiers où typiquement aujourd'hui il y a des growth, des head of growth, des growth marketeurs très bons et des gens finalement qui n'ont pas fait beaucoup de choses et qui considèrent le growth comme par exemple juste le fait de trouver un hack ou ramener du client. Est-ce que à la fin c'est un cycle normal et qu'il y a une phase où il va être challengé et il doit être défendu Non, complètement. C'est simplement que les entreprises, les boîtes vont devoir passer encore plus de temps et essayer d'être encore plus malins pour assesser les profils avec lesquels ils veulent travailler. Et quelque chose qui ne peut pas mentir, qui ne trompe pas, c'est les années d'expérience. Alors, entre 7, 10, 12 ou 18, on s'en fout un peu. Mais quelqu'un qui se lance comme CMO avec 2 ans d'expérience, c'est douteux. Il y a une deuxième chose, c'est que pour moi, quand on est CMO, il faut avoir une certaine complémentarité entre comprendre la puissance d'une marque et la partie plus brand et equity, et la performance et l'acquisition. C'est généralement hyper compliqué, et je m'en rends compte quand on essaie de recruter des CMO pour les boîtes pour lesquelles je travaille. Hyper difficile d'avoir des profils qui savent faire les deux, on n'est jamais aussi bon sur l'un et sur l'autre. Mais un CMO doit être capable de dire mon positionnement c'est X, ma proposition de valeur c'est Y, faire une campagne de notoriété et en même temps être capable d'accompagner, parce qu'il a des équipes, des gens dans son équipe pour aller faire de la performance, quoi. Donc il faut aussi chercher des profils qui sont assez complets, parce qu'aujourd'hui les boîtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peuvent pas faire que de l'acquise ou que de la brand, sinon elles ne vendent pas. Il faut trouver une espèce de juste une alliance entre ces deux territoires, et donc ça peut être une manière aussi, en tout cas un angle et un filtre pour les boîtes lorsqu'elles recrutent, de s'assurer que c'est des bons profils. Mais tu as raison, il va y avoir un écrémage qui va être un peu naturel. Simplement, ce qui est dommage, c'est que jusqu'à présent, les boîtes, à mon avis, pouvaient faire confiance aux profils qui se lançaient. Aujourd'hui, ça va être plus compliqué. On va rester sur cette note de la fin. Donc je garde que c'est un métier d'avenir, mais qui va être challengé. En tout cas, j'espère qu'on a répondu à pas mal d'interrogations, que ce soit sur le sujet du field marketing, le part-time CMO et peut-être d'autres sujets. Est-ce que tu as une dernière note que tu voudrais peut-être un sujet ou un point peut-être que tu aurais bien aimé accentuer, qu'on a traité rapidement? Ouais, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, ça pourrait faire l'objet d'un podcast à part. C'est aujourd'hui les solutions qui existent pour les freelances. Et quand je parle de solutions, derrière ça peut être les communautés, les plateformes, etc. Donc, qui sont à disposition des freelances pour trouver des clients, pour gérer leurs projets et pour travailler de manière efficace. Je n'ai pas trouvé encore aujourd'hui un endroit, alors je suis dans plein de collectifs différents, il y a des agences, ça existe déjà, mais j'ai pas trouvé un endroit qui me permettait à la fois de m'outiller, donc de pouvoir gérer mon CRM de clients, pouvoir gérer des templates, des use cases, pouvoir gérer mon admin, mes contrats, mes factures, etc. Donc de m'outiller tout en continuant à apprendre, parce que quand on est free, on est plutôt seul. Donc continuer à me former et former auprès des autres aussi, et garder un aspect communautaire auprès des autres free, et pouvoir aussi grâce à ça développer ma pipeline. Je te décris un peu un produit magique pour le free. C'est une réflexion que j'ai en ce moment, et j'en discute un petit peu.
Est-ce qu'il y a de la place pour ça sur le marché? Probablement, mais on aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Bah, tu me tends une perche, je te montrerai ce que fait Matters. Ça fait peut-être une partie de la réponse. Merci beaucoup Antoine, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et puis je te dis peut-être à bientôt sur un hors-série, on ne sait jamais. Merci Nafal. Merci.